Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans cette nouvelle édition du 2 décembre 2025 que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Tout de suite, parlons de politique. Il n'existe aucune affaire ni infraction impliquant le président Andrzej qui puisse justifier l'émission d'un mandat d'arrêt international à son endroit, a déclaré aujourd'hui le président de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale en réponse à la décision du ministère de la Justice. Selon le vice-président de l'Assemblée nationale, une telle annonce constitue une violation de la Constitution et une transgression des lois en vigueur commises par le régime actuel. La Haute Cour de justice est la seule juridiction habilitée à juger le président de la République et toute procédure doit obligatoirement passer par le Parlement, a-t-il rappelé. Natera Koutoumav pour plus de détails. Le régime actuel viole la Constitution qu'il a pourtant juré de respecter en annonçant la préparation d'un mandat d'arrêt international contre le président Andrzej. Cette même Constitution est pourtant le fondement de l'existence du gouvernement en place, mais la ministre de la Justice n'a pas hésité à déclarer qu'elle procédera à l'arrestation du président Andrzej. Face à cela, le 7e vice-président de l'Assemblée nationale a réagi aujourd'hui, réaffirmant qu'il s'agit d'une violation de la Constitution et d'un non-respect manifeste des lois. Il a également indiqué qu'aucune infraction ni aucune affaire impliquant le président Andrzej n'existe au niveau de la justice. Si cela était, la Haute Cour de justice est la seule juridiction habilitée à juger le chef de l'État après approbation du Parlement et aucun dossier de ce type n'a été soumis au Parlement, a-t-il ajouté. Le président de l'opposition a toutefois rappelé que le respect de la Constitution est le fondement même de la stabilité. Il a lancé un appel solennel à mettre fin au discours de haine à l'encontre du président Andrzej et de tous ses partisans qui sont actuellement l'objet d'acharnements systématiques. Pour rappel, ce sont principalement les partisans du président Andrzej qui subissent en ce moment diverses formes de pression et d'intimidation, à savoir les perquisitions illégales, les détentions, les violences, jusqu'à l'émission de ce mandat d'arrêt dépourvu de fondements clairs. Va-t-on organiser à Madagascar une véritable concertation nationale incluant tous les Malagasy ou s'agira-t-il simplement d'une rencontre réservée à un cercle restreint de participants soigneusement choisis? Si l'objectif est réellement de résoudre en profondeur les problèmes qui minent la société, il serait judicieux d'identifier au préalable les axes de discussion ainsi que les racines de difficultés en recueillant l'avis de toute la population et non de tenir une concertation réservée à quelques personnalités en costume cravate. Un édito de Jean-Claude Ndjamalal. Le KMF Knoé Fanabeazanoul-Pyrénées n'a déjà exprimé son avis il y a quelques jours, soulignant que le projet de concertation nationale prévu à Madagascar reste encore très flou. Acteurs politiques, société civile, chacun s'exprime aujourd'hui sur cette concertation. Le KMF Knoé insiste clairement sur la nécessité d'une réflexion approfondie autour de cette initiative si l'on souhaite réellement instaurer une stabilité politique dans le pays. Le KMF Knoé rappelle qu'un grand nombre de questions restent en suspens, notamment son déroulement exact, d'où partant, qui va y participer, quels seront les sujets abordés. Selon le président national du KMF Knoé Amroundav, le week-end dernier, la première concertation devrait être justement celle visant à définir clairement ce que sera cette concertation nationale. Ce serait le FFKM qui devrait mener le processus, assisté par la ministre chargée de la réforme, Antcharazaf Manatsou, d'après l'annonce faite par le président de la République sur les médias le 16 novembre dernier. De nombreux citoyens s'interrogent sur la raison de confier exclusivement la conduite du processus au seul FFKM et ministre chargé de la réforme. Il s'agit d'une affaire nationale et non d'une affaire réservée aux chrétiens ou aux Tim, rappelle-t-il. Certaines régions de Madagascar sont majoritairement musulmanes. Les Apanzak ou autorités traditionnelles y occupent également une place importante, sans parler des petites confessions religieuses qui ont été longtemps mises de côté alors qu'elles possèdent leur propre influence. Sommes-nous réellement en train de chercher le changement ou renforçons-nous au contraire les divisions politiques déjà profondes dans le pays? Le projet de concertation nationale dirigé par le FFKM et la ministre chargée de la réforme vient d'ailleurs confirmer les propos tenus par le cardinal Désiré Sarahazan le 30 novembre à Touamassen. Il avait déclaré que les chrétiens portent une responsabilité dans la pauvreté qui frappe Madagascar.
Selon lui, 95% des responsables institutionnels, des dirigeants, des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise et des acteurs économiques se disent chrétiens, mais souvent seulement en apparence. La prière devient un simple rituel alors que la véritable foi réside dans le changement du comportement. Il appelle les croyants à l'introspection afin de transformer leur foi en un véritable moteur de développement pour le pays. Jusqu'à présent, il est difficile de croire que cette concertation nationale puisse réellement instaurer une stabilité politique si la consultation ne démarre pas à la base et si certaines communautés croyances ou sensibilités sont exclues. Si la concertation nationale devient une simple formalité, les crises politiques se répéteront tôt ou tard à Madagascar et le pays sombrera davantage. Regardant l'Afrique du Sud, longtemps marquée par l'apartheid, le pays a su trouver l'apaisement et progresser. Le Rwanda, autrefois ravagé par la guerre civile, il a réussi à réconcilier son peuple et figure aujourd'hui parmi les nations les plus avancées du continent. Où en est Madagascar? La question demeure. Voulons-nous réellement changer ou uniquement multiplier les gesticulations politiques? D'hiver à présent, 5 élèves qui traversaient la route ont été percutés par une voiture hier sur la route de Tsarasoch. Les investigations ont confirmé que le conducteur responsable de l'accident était en état d'ivresse. Un reportage signé Fadesena Mireille. Hier, aux alentours de 17h, plusieurs élèves qui sortaient d'une école ont été percutés par une voiture alors qu'ils traversaient la route pour rentrer chez eux sur la route du Tsarasoch. Les victimes sont des enfants âgés de 6 à 13 ans. 5 d'entre eux ont été blessés et ont été transportés d'urgence à la JRA. Il a été confirmé que le conducteur responsable de cet accident était ivre. Il a été placé en garde à vue pour enquête. Les accidents de circulation sur l'axe Tsarasoch sont fréquents. Les usagers sont donc appelés à redoubler de vigilance lorsqu'ils empruntent cet itinéraire. Et puis 7 individus impliqués dans les attaques à main armée survenues les nuits du 20 et 21 novembre dernier à Mbiloubé ont été interpellés. 5 ont été arrêtés, tandis que 2 autres ont été abattus lors de l'intervention. Des attaques à main armée ont eu lieu dans les Fouktan d'Anzarden et de l'Aïdam les 20 et 21 novembre dernier. 2 personnes ont été grièvement blessées par balles et une somme de 3 200 000 ariars a été dérobée. Rapidement après l'intervention, les forces de l'ordre ont pu saisir une moto de marque Aoju utilisée par les malfaiteurs. Les investigations menées à partir de ce véhicule, ajoutées aux analyses des appels téléphoniques, ont permis d'identifier puis d'arrêter l'ensemble des suspects impliqués. Les 2 principaux auteurs, âgés de 31 et 34 ans, sont des récidivistes déjà condamnés par le passé. Les 5 autres suspects seraient leurs complices, 2 receleurs de motos volées, un fournisseur d'armes et de munitions, un conducteur de Bajaj chargé de la logistique, ainsi qu'un devin guérisseur jouant le rôle d'indicateur. Les 7 individus ont reconnu avoir participé à plusieurs actes criminels, dont une attaque à main armée à Mourafé, à Tsranan, en septembre 2025, ainsi qu'au vol de vanille à Souavid, à Voémar, en 2018. Ils ont également avoué avoir planifié de nouvelles attaques visant la station Total, l'agence Orange et le grossiste Fanchsun à Mbilbé. Le 2 décembre, vers 3h du matin, lors de l'arrestation du devin guérisseur à Antsou, 2 des suspects ont tenté de profiter de l'obscurité pour s'enfuir. Malgré plusieurs sommations, ils ont refusé d'obtempérer. Les forces de l'ordre ont alors été contraintes d'ouvrir le feu. L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels autres crimes liés à ce réseau criminel. Éducation à présent, les écoles prennent des mesures particulières en cette période de forte pluie. Certaines réajustent les horaires, notamment en faisant entrer les élèves plus tôt afin qu'ils puissent finir plus tôt également. D'autres accélèrent l'exécution du programme scolaire car les cours pourraient être suspendus en cas de passage d'un cyclone. Fadesena Mireille, Yves Janel. Les établissements scolaires se préparent déjà à d'éventuelles interruptions de cours dues à la présence de cyclones et de fortes pluies. Dans cette école d'Anuspachana par exemple, les examens ont débuté hier et se poursuivront jusqu'à vendredi.
En période de forte pluie, le début des cours avanceront afin de pouvoir sortir plus tôt également. Dans cette autre école située à Mbuimanarn, une dizaine d'élèves doit traverser une rivière pour rejoindre l'école. Une entente existe déjà entre l'école et les parents. Lors des fortes pluies, ces élèves ne viennent pas à l'école. Les écoles s'efforcent d'accélérer et terminer les programmes scolaires à l'avance. Parmi les mesures anticipées, il y a aussi la distribution de devoirs de maison aux élèves au cas où les cours sont suspendus. Et le taux des personnes porteuses du VIH-Sida à Madagascar est en hausse, selon les données communiquées hier par le ministère de la Santé publique lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Environ 90 000 personnes vivent actuellement avec le virus. Pourtant, un grand nombre de personnes porteuses de ce virus circulent encore au sein de la société sans même savoir qu'elles sont infectées, toujours selon la déclaration du ministère. Selon les statistiques officielles, 90 000 personnes sont actuellement porteuses du VIH-Sida à Madagascar. Une hausse notable est observée car en 2023, on estimait à environ 70 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH-Sida. Cela signifie qu'en 2 ans, 20 000 nouveaux cas ont été recensés, soit une augmentation de 28% entre 2023 et 2025. Parmi ces 90 000 personnes supposées porteuses du virus, seules près de 32 000 ont effectivement été dépistées positives. Autrement dit, 58 000 personnes ignorent totalement leur état de santé et circulent librement au sein de la communauté. Toujours selon le rapport officiel, les nouvelles infections touchent majoritairement les personnes âgées de 20 à 49 ans. Le taux de prévalence reste toutefois inférieur à 1% à Madagascar. Selon le ministère de la Santé publique, ce taux est estimé à 0,4%. Il est à rappeler que la Journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée chaque début décembre afin de soutenir les personnes vivant avec le VIH. Le ministre des Télécommunications a annoncé hier que la réduction du prix de l'Internet à Madagascar proposée par les opérateurs prendra effet dès cette semaine. Des offres ont effectivement été lancées depuis hier, mais elles ne correspondent pas aux attentes des consommateurs car elles ne sont accessibles que sur une plage horaire et durant une période très limitée pour un des opérateurs. Les détails. La nouvelle offre Internet proposée par un opérateur télécom est devenue la source de moquerie des consommateurs. En effet, cette offre annonce une réduction de 1000 arrières sur 1 giga, mais uniquement entre 23h et 5h du matin, une tranche horaire qui ne convient pas à la majorité des utilisateurs. Néanmoins, l'opérateur concerné a répondu qu'il s'agissait d'une offre additionnelle venant s'ajouter aux offres habituelles de manière à ne pas affecter les services utilisés dans la journée. De son côté, le ministre des Télécommunications a confirmé que le prix de l'Internet baissera bien cette semaine suite aux négociations avec les opérateurs. Parmi les conditions posées par les opérateurs figure toutefois la suppression du droit d'accise prélevé sur leurs services. C'est aujourd'hui le principal point de blocage puisque l'État refuse pour le moment de supprimer cette taxe. Le gouvernement demande aux opérateurs de prouver que cette suppression n'aura aucun impact sur les recettes publiques et d'améliorer parallèlement la qualité de leurs offres. La balle est donc désormais dans le camp des opérateurs. Les tarifs de l'Internet à Madagascar baisseront-ils réellement et au bénéfice des consommateurs ? Et direction nord à présent, la circulation des piétons est limitée sur le pont Mahavav à Mbiloubé. Selon l'annonce du ministère des Travaux publics, le passage des piétons est suspendu durant les horaires de travail de l'entreprise Colas sur cet ouvrage, c'est-à-dire le matin de 8h à 12h, puis l'après-midi de 14h à 17h. D'après les explications communiquées, les travaux de réhabilitation sont déjà en phase de finalisation. Pour rappel, la circulation a été totalement interrompue sur la déviation de la RNP 6 au niveau d'Ifas et Mahavav en raison de la montée des eaux dimanche dernier, conséquence des fortes pluies. Dans les actualités internationales, la guerre informationnelle fait rage quant à la situation sur le terrain en Ukraine avant la rencontre entre l'émissaire américain Steve Witkoff et le président russe Vladimir Poutine. France 24. Par la voix d'Andriy Kovalenko du Centre pour contrer la désinformation auprès du Conseil national de sécurité ukrainien, l'Ukraine dénonce ce qu'il appelle une sorte
opération informationnelle de la part du président russe calculée pour coïncider avec la visite de Steve Witkoff, en disant que la Russie a pris toute une série de villes en Ukraine pour donner l'impression d'une armée russe inarrêtable qui avancerait à pas galopants. Pour Kiev, ce n'est pas exactement cela. Ces batailles pour toutes ces villes en fait que Vladimir Poutine a évoquées seraient encore en cours. Il est clair que la Russie a pris le contrôle d'une grande partie de la ville de Pokrovsk, cette ville stratégique dans la région de Donetsk, mais il y a aussi des forces ukrainiennes présentes et des combats qui font rage, notamment aussi dans la ville de Myrnograd, une ville qui fait partie de la même agglomération que Pokrovsk. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que l'importance stratégique de la ville s'est diminuée à mesure que ces bâtiments et ces infrastructures ont été détruits. Alors, les forces ukrainiennes, en quelque sorte, se sont déjà adaptées à la vie sans Pokrovsk et à défendre les autres parties de la région de Donetsk qu'ils tiennent encore autrement, sans s'appuyer sur cette ville comme un hub logistique. Clairement, néanmoins, l'armée ukrainienne est en difficulté. Les Russes ont pris presque 2 fois plus de territoire au mois de novembre qu'ils n'avaient pris au mois d'octobre, 505 km². 40% de ces nouvelles prises, en fait, ne sont pas dans cette région de Donetsk qui est prioritaire pour les Russes, mais bien dans la région de Zaporizhzhia, où les forces russes ont pu profiter du fait que les Ukrainiens avaient redéployé des forces de cette région vers la région de Donetsk pour justement mieux défendre Pokrovsk. En Indonésie, où les inondations et glissements de terrain ont fait plus de 630 morts et 500 000 déplacés, l'urgence est désormais d'acheminer la nourriture aux sinistrés dans de nombreuses zones totalement isolées, alors que le bilan des intempéries en Asie du Sud-Est et au Sri Lanka atteint près de 1200 morts. France 24. La différence est saisissante. Sur ces images satellites, les rues de la capitale du Sri Lanka, Colombo, autrefois verdoyantes, ont totalement disparu sous l'eau noire et boueuse. Les dégâts sont considérables. Ici aussi, sur l'île de Sumatra, à l'ouest de l'Indonésie, la boue dense et envahissante s'est incrustée à des kilomètres à la ronde. Cet habitant est un miraculé. Quand cela s'est produit, j'ai été emporté par le courant, puis les maisons se sont effondrées au-dessus de moi. Mon cou était coincé par du zinc qui était tombé d'en haut. Ensuite, ma maison s'est effondrée et j'ai été emporté sous les décombres. Maintenant que l'eau s'est retirée, l'heure est aux recherches de survivants et au nettoyage. Mais l'ampleur de la tâche est immense. Le Sri Lanka a déjà déclaré l'état d'urgence et appelé à l'aide internationale depuis plusieurs jours. Un appel entendu par le Premier ministre indien Narendra Modi. L'Inde continuera d'apporter tout le soutien nécessaire dans le cadre de l'opération Sagar Bandhu en cours pour les efforts de secours et de sauvetage et restera aux côtés du Sri Lanka dans les jours à venir. De son côté, l'Indonésie, pays le plus touché, n'a toujours pas demandé d'aide de l'étranger malgré la pression populaire. Si plusieurs avions et navires militaires sont mobilisés, la population espère que le président déclarera l'état d'urgence face à la catastrophe naturelle la plus meurtrière du pays depuis le tremblement de terre et le tsunami de 2018. En visite au Liban, le pape Léon XIV s'est rendu au monastère de Anaya, au nord de Beyrouth, où il s'est recueilli sur la tombe de Saint Charbel Maklouf. France 24. Anaya, au nord de Beyrouth. Le monastère de Saint-Maron est devenu au fil des années un point de repère spirituel pour des milliers de visiteurs. C'est ici que repose Saint Charbel. Le père Louis Matar accompagne chaque jour les fidèles devant sa tombe. Le pape Jean-Paul II souhaitait visiter le monastère, mais il n'avait pas eu une minute de libre dans son programme de voyage au Liban pour venir ici. Aujourd'hui, le pape Léon XIV entame son voyage au Liban par un temps de recueillement sur la tombe de Saint Charbel, et sa visite donnera de l'importance au sanctuaire de Saint Charbel du monastère de Saint-Maron à Anaya. Il s'élève désormais au rang de lieu de pèlerinage international. À l'intérieur du monastère, une petite salle raconte une autre facette du rayonnement de Saint Charbel.
des lettres conservées ici pour témoigner des prières adressées aux moines connus pour ses milliers de miracles. Ces lettres à Saint-Charbel proviennent de 130 pays. Depuis ce recensement effectué en 1917, nous avons reçu de nombreuses lettres, mais aujourd'hui nous recevons ces messages par courriel ou par texto. Les moines du monastère voient chaque jour passer des familles, des pèlerins, mais aussi des personnes venues chercher un moment de paix. Pour eux, la figure du saint reste un guide dans un monde en recherche de repères. 100 ans après la demande d'ouverture du dossier de béatification et de canonisation de Saint-Charbel, Saint-Charbel nous enseigne que la prière dans un monde rempli de défis peut conduire une personne à la sainteté. Saint-Charbel a vécu seul dans son ermitage pendant 23 ans et au cours de ces 23 ans, il s'est livré à Dieu, ce qui a permis à Saint-Charbel de rayonner à travers le monde. Ce rayonnement dépasse aujourd'hui les frontières du Liban. La figure de Saint-Charbel touche des chrétiens du monde entier, mais aussi bien d'autres communautés. Saint-Charbel a dépassé son église locale maronite libanaise pour appartenir désormais à l'église universelle, à l'église catholique dans son ensemble touchant tous les chrétiens du monde, quelle que soit la branche à laquelle ils appartiennent, et bien d'autres communautés. À la tombée de la nuit, les lumières s'alignent sur la route du monastère. Des bougies qui témoignent de l'attachement des fidèles à Saint-Charbel et de ce moment de paix que beaucoup viennent chercher ici, à Anaya. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Nizouk présentée par Senra Nirland. Au revoir et excellente soirée sur Viva.